Bonjour et bienvenue dans ce podcast produit par la Galerie Maguen. Je m'appelle Jacques Monin et je vous propose de vous emmener chez les auteurs de BD que vous aimez, sinon pour les découvrir, au moins pour les connaître un peu mieux. Alors dans cet épisode, nous allons aller à la rencontre de Jean-Pierre Gibra. Il me faudrait une deuxième vie. On va faire encore 40 ans de dessin. Là, on arriverait peut-être à quelque chose de bien. Voilà, il est modeste, Jean-Pierre, il a le sens de l'humour aussi, on l'entend, et pourtant c'est l'auteur du Sursis, du Vol du Corbeau, de Mathéo notamment, 3 œuvres magistrales qui ont marqué l'histoire de la bande dessinée. Maintenant, qui est vraiment Jean-Pierre ? D'où viennent ces histoires ? Comment travaille-t-il ? Bref, qui se cache derrière ces 3 chefs-d'œuvre ? Eh bien, c'est ce que j'ai voulu savoir et vous faire partager en me rendant chez lui. C'est dans une maison très modeste qui est nichée dans un village aux confins, on dira, de l'Île-de-France. Nous avons ainsi passé une journée ensemble et nous avons d'abord évoqué ses souvenirs d'enfance. Tu as vécu où ? En province, à Paris, dans la banlieue ? J'ai vécu en banlieue parisienne, à Rueil. Je passais mes vacances dans l'Aveyron chez les grands-pères communistes, là, et mes grands-parents, les deux étaient communistes. C'était très marrant parce que mon grand-père était communiste, ma grand-mère aussi. Et alors, non seulement elle était communiste pure et dure, mais elle était croyante, elle était catholique. Et mon grand-père, lui, n'était pas croyant. Il était stalinien, mais il n'était pas croyant. Il réveillait ma grand-mère pour aller à la messe. Et ma grand-mère, elle n'était absolument pas gênée de ça, quoi. Puisque pour elle, le christianisme, c'est ce qu'on essayait de faire en URSS, quoi. C'est-à-dire de penser à son prochain, elle avait grandi dans la religion chrétienne et elle croyait en Dieu. Etc. Aider les pauvres. Aider les pauvres, oui, ce côté, ce côté... Charité chrétienne. Charité chrétienne, exactement. Et donc, pour elle, c'était une autre application, une autre version, quoi. Le communisme, c'était la version politique, cartésienne, et politique, d'application de ces règles-là. Donc ça, c'était les vacances dans l'Aveyron. Les vacances dans l'Aveyron, mais mes grands-parents, ils venaient l'hiver, passer l'hiver aussi, c'était génial. Dans une petite maison. La maison, elle faisait 66 mètres carrés, on vivait donc à 7, dans une toute petite maison en banlieue. Alors la banlieue, c'était Rueil. Moi, j'habitais c'était les Hauts de Rueil. La rue n'était pas goudronnée, c'était pas la zone, mais c'était la banlieue, comme il y avait plein de banlieues autour de Paris. Dès que tu sortais un peu du centre-ville de la banlieue, c'était des champs, c'était des vergers, c'était voilà quoi. Donc Rueil, c'était ça. C'est donc là que Jean-Pierre vit son enfance, forgée donc par les convictions politiques de ses grands-parents et de ses parents. Une enfance finalement modeste, même peut-être un peu trop. Mon père il travaillait à l'EDF, ma mère était au 3e enfant et s'est arrêtée, ça existait déjà, tu vois, donc elle avait un petit bout de retraite. Et mon père, en fait, il était agent de maîtrise au début, puis cadre à la fin, quoi. Donc on avait des revenus très corrects, très très corrects, mais on vivait comme ses parents. J'avais mon meilleur pote de l'époque, dont le père était ouvrier. Il y avait plus de choses dans son frigo que chez moi. Chez moi, il y avait les gâteaux, c'était les gâteaux les moins chers, les gâteaux secs, les petits lus, qui étaient imbouffables, quoi. Et quand j'allais chez les copains, putain, je dis, merde, il y a des gâteaux qui ressemblent à des gâteaux, quoi, tu vois. C'était des gâteaux pour chiens, quoi, nous, ce qu'on bouffait, tout. Parce que ma mère comptait sur tout, quoi. Alors qu'on avait les moyens de vivre... mais il mettait des ronds de côté. Et c'est donc dans cette ambiance que Jean-Pierre Gibra effectue sa scolarité, dans un premier temps, sans avoir trop de problèmes. J'étais vraiment un bon élève, très bon élève. J'étais dans les 3 premiers, quoi, toute la scolarité. 6e, ça s'est gâté. Et alors après, à partir de la seconde, là, c'était la catastrophe totale, quoi. Je foutais plus rien. Mais j'étais assez feignant, ouais. Et c'était une espèce de fuite en avant. Je savais pas comment j'allais m'en sortir. J'espérais faire du dessin dans ma vie. Ouais. Ça a commencé quand, le dessin ? En fait, dès le plus jeune âge, c'est-à-dire, j'ai le souvenir d'avoir fait, pour un petit copain de la maternelle, un grand dessin en couleur, au crayon de couleur. C'était les cow-boys et des Indiens. C'était un grand dessin sur une feuille. J'avais 5 ans, un truc comme ça. Et je m'étais fait repérer à la maternelle comme étant un peu dégourdi dans le dessin. Et on devait faire une fresque. Et c'est moi qui faisais les trucs les plus difficiles, quoi. Enfin, on me confiait le travail de spécialiste, quoi, dans cette fresque-là. Et je me rappelle qu'en CM2, quand je suis passé en 6e, mon instit avait convoqué mes parents pour dire, voilà, j'étais dans les 3 premiers. Il dit, mes parents, lui, ça devrait très bien se passer au lycée, quoi, normalement. Mais il ne faut pas qu'il laisse le dessin, il ne faut pas qu'il laisse tomber le dessin.
Et il ne le laissera pas tomber, mais il va d'abord être influencé par des caricaturistes. Le premier que j'ai découvert, c'est Mulatier dans Télé 7 jours. Et du coup, je faisais du sous-Mulatier, même au lycée, quoi. Tu faisais des caricatures. Des caricatures, mais comme Mulatier, au pinceau 000, des trames et tout, très très fines comme ça, mais il me manquait tout le dessin derrière. Alors seconde, je passe en première en trichant comme un malade sur un de mes meilleurs potes, qui lui est devenu un cancérologue réputé. Et lui, il était très doué en physique-chimie, donc je pompais tout en physique-chimie sur lui. J'avais un quart de point de plus en maths, ce qui m'a permis de passer en C. Sauf que là, première C, là, fallait bosser, et je fous rien, et là, je coule à pic. Donc, eux en maths, eux en physique-chimie. Et sauf que je fais une exposition de dessin en première. Et là, je fais les caricatures des profs, un peu à la Mulatier, tout ça. Et donc, j'avais fait le surveillant général. Les profs, ils venaient voir les profs que j'avais caricaturés. Il y avait eu, le journal local de Rueil qui vient faire un petit article. Un jeune lycéen fait de la caricature au lycée de Rueil et tout ça. Et il y avait une petite expo dans le cadre du foyer. Tu te rappelles, c'était là à l'époque où il y avait le foyer socio-éducatif et tout ça. Et du coup, j'ai une petite réputation dans le lycée. Et mes parents vont voir le proviseur en disant il n'a pas du tout le niveau pour passer en terminale, mais comme il veut faire du dessin, si vous l'acceptez dans une terminale, quelle qu'elle soit, n'importe laquelle, au moins il aura le niveau au bac et pourra rentrer dans les bonnes écoles de dessin. Le proviseur a accepté. J'ai fait une terminale A, mais j'ai eu le bac quand même finalement. Je l'ai eu à moitié en trichant d'ailleurs, parce que j'étais même incapable de traduire le texte d'espagnol. Et j'ai une copine qui passe en premier, qui me dit « Elle est super sympa, l'examinatrice, on peut choisir son texte. » J'ai dit « Putain, tu peux me choisir le plus simple et tu peux me le traduire là ?» Elle me le traduit au crayon, j'apprends tout par cœur. Je passe, je traduis tout, mais à une phrase de la fin, le stress ou je sais pas quoi, je bloque sur un mot et à la fin, une catastrophe. Mais ça a dû jouer quand même d'avoir traduit les 3/4. Bref, elle m'a mis 9, quoi, mais je le méritais pas du tout, quoi. Par contre, j'avais eu 3 en anglais et j'estimais que là, j'étais comme Sarkozy, j'étais victime, quoi, quand même. Donc 15 jours après, j'étais avec un pote, chez lui, on s'emmerdait, et je regarde sous la télé les 3 journaux qu'il y avait. Alors il y avait Jour de France, Paris Match, Télé 7 jours. Je prends les adresses des 3 et j'étais allé montrer mes dessins à Jacques Faisan qui habitait Rueil. Et il m'avait vachement encouragé, il m'avait dit « Ah mais vos caricatures, elles sont très bien parce qu'on les reconnaît. » Il disait « Moi je suis obligé de mettre le nom sur les sacoches, sur les cartables des ministres pour qu'on les reconnaisse. » Il était vachement sympa quand même. Et puis il m'avait donné un conseil, il m'avait dit « Quand vous serez prêt à aller montrer vos dessins à la presse, vous regardez, soit il y a un directeur artistique, vous demandez le directeur artistique, s'il n'y en a pas, vous demandez le directeur de la publication. Et vous laissez jamais vos dessins. » Le premier qu'on fait, c'était à l'époque, t'imagines le mois d'août 72. Tu pouvais te garer au rond-point des Champs-Élysées. C'est comme dans les films des années 50 où le mec, il va à une adresse, il arrive avec la 403, il y a toujours une place en dessous de l'adresse où il est attendu, quoi. Voilà, c'était pareil. Le pote, il avait une 2 chevaux, on se gare au rond-point des Champs-Élysées. Jour de France, et maintenant c'est un hôtel particulier magnifique, là. J'arrive avec mes petits dessins sous le bras. Évidemment, je me fais choper par l'huissier qui me dit « Monsieur, bonjour, c'est à quel sujet ?» Je voudrais voir monsieur Marcel Dassault. Il n'y avait pas de directeur artistique. J'ai pris tout de suite le directeur général. Alors le mec, il se marre un peu, il dit « Vous aviez rendez-vous ?» Non, c'est pour montrer des dessins. Ah oui, non, mais monsieur Marcel Dassault, il ne vient pas tous les jours au journal déjà. Et puis, non, mais laissez-moi vos dessins, on lui montrera. Ah non, pas question et tout. Donc je me barre. Deuxième truc, Télé 7 jours. Et là, pareil, il y a un huissier, un mec avec la voix un peu comme ça, très sympa, et puis il me dit « C'est pourquoi je voudrais voir monsieur Jean Divot, qui était le directeur de Télé 7 jours. Vous avez rendez-vous ?»« Non. C'est pourquoi ? C'est pour montrer des dessins. »« Ah bon, je peux voir ?» Alors, il regarde et dit « Vous me les laissez 2 secondes ?»« Ah non, je les laisse pas. » Non, mais 2 secondes, je reviens dans 2 secondes. Et le mec, je le vois disparaître. Il y avait un grand couloir, et je la vois revenir avec une magnifique femme blonde, là. Et c'est elle qui avait mon carnet sous le bras, enfin mon classeur sous le bras. Puis elle dit « Monsieur Gibras, c'est lequel des deux ?» et tout. Je dis « C'est moi » et tout. « Vous voulez bien me suivre » et tout. Je la suis, là, dans les couloirs, avec son petit tailleur magnifique et tout. Et j'arrive dans le bureau de Jean Divot, qui tournicotait sur un gros fauteuil. « Bon, c'est pas mal ce que vous faites, jeune homme, et tout. Vous nous en feriez un tous les 15 jours ?
C'est ce que faisait Mulatier. Ah bah ouais. Bon, vous voulez combien? J'avais aucune idée. Alors, je dis, je sais pas, vous donniez combien, Mulatier? Alors, là, il a souri et dit, non, mais Mulatier, c'est pas pareil. Bon, si je vous donne 400 francs par dessin, à l'époque, ça me faisait quasiment la paye d'un institut pour 2 dessins pour 6 jours de boulot, quoi. Donc pour moi, c'était génial. Ah bah ouais, pas de problème. Après, Jean Mulatier m'a dit, ouais, j'avais 700 balles, il avait presque le double. Et puis ils ont mis 1 an à s'apercevoir que c'était moins bien que Mulatier quand même. Et donc ça s'est arrêté. Et des illustrations pour la presse magazine, il en fera beaucoup d'ailleurs à l'événement du jeudi et dans bien d'autres publications. Je faisais des couvertures de magazines, l'Humanité Dimanche, mais pas seulement. Pour l'Obs, il m'en avait commandé un, puis c'est pas passé parce que l'actualité avait fait, mais il m'avait commandé un dessin. J'avais fait des couvertures de l'Expansion. Enfin voilà, quoi. J'ai fait ça encore pendant... Ça, c'était 72 jusqu'à 74. En 74, j'ai dit j'arrête parce que je ferai du sous-Mulatier toute ma vie si je ne change pas de direction. Et comme j'étais à la fac... Ouais, je me dis, bon, j'ai le temps de trouver ma voie, quoi, voilà. Mais là, j'avais conscience qu'en continuant à être dans les traces à ce point de Mulatier, j'arriverai à rien de bien, quoi. Et du coup, pendant 2-3 ans, j'ai essayé de faire du dessin de presse un peu différemment. Et puis, je me suis mis à la BD. Mais là, du coup, j'avais fait les poches à plein de gens, quoi. Qu'est-ce que tu veux dire par « j'avais fait les poches à plein de gens » ? Alors, je vais te le dire. Tout de suite, en fin de compte, le directeur éditorial de Dupuis, qui s'appelait Philippe Van Doren, quand j'ai fait le Sursis, je lui raconte l'histoire de Mulatier et tout ça. Et il me dit, mais tu sais, il y a une phrase qui dit, quand on est influencé par une personne, c'est du plagiat, par plusieurs, c'est un style. Et ça, c'était exactement ce que j'ai vécu. Parce que tout d'un coup, je me suis intéressé, j'ai rencontré aussi d'autres gens qui étaient beaucoup plus cultivés que moi, toute une bande de copains que je continuais à voir, qui avaient une culture même de BD graphique bien supérieure à la mienne. Moi, je ne connaissais rien. Chez moi, mon père, il avait énormément de livres, c'était un intellectuel, mais il n'avait pas de bouquin d'art, aucun. J'avais pas un seul bouquin sur un peintre, pas un seul. Donc, mes références, c'était le Canard enchaîné, puis après Pilote. Culture zéro, ça, j'étais au niveau 0, quoi. Et donc, dans Pilote, je découvre Giraud, là, du coup. Là, par contre, là, je les ai eu vite fait, les références, quand même, des très bons, quoi. Il y avait Giraud. 2 ans après, il y a Moebius, mais il y avait Giraud, il y avait Gottlieb, ils étaient tous là, à Pilote. Il y avait Reiser, il y avait Mondrica, il y avait Bretéché. C'était incroyable, il y avait Mézières. Oh putain, c'était quand même, tu te rends compte, Goscinny, le talent qu'il a eu de réunir tous ces gens très différents, de comprendre qu'avec leurs différences, il faisait un journal exceptionnel et surtout que chacun dans son domaine était très pertinent, quoi. Reiser, on ne peut pas le comparer à Giraud, mais c'est du bon dessin, c'est une école quand même. Et puis voilà, donc c'est comme ça que j'ai appris, quoi. Le style Gibra est donc en train de naître, la BD, les grands maîtres, un croisement d'influences est en train de forger son identité graphique. Il y aura ensuite une rencontre déterminante et une longue collaboration avec l'humoriste, acteur et scénariste Jackie Berroyer. Ensemble, ils publieront plusieurs épisodes des aventures de David Goudard, une collaboration qui va durer plusieurs années. Mais son potentiel artistique va véritablement s'exprimer plus tard. C'est vraiment le Sursis et le Vol du Corbeau qui vont lui attirer la consécration. Il y aura aussi 6 volumes de Matteo, des BD en couleur directe et toutes scénarisées par Jean-Pierre lui-même, qui va d'ailleurs y injecter beaucoup de ce qu'il est, de sa vie, de sa personnalité, de ses rencontres. Et ça, vous allez le comprendre maintenant parce que on va changer un peu d'univers. Je vous emmène au premier étage de sa maison. Alors Jean-Pierre, là on est dans ton atelier. Ce qui me surprend déjà, c'est que tu travailles volet fermé. Ça définit juste un élément de ma personnalité, c'est la fainéantise. C'est-à-dire que je suis obligé de fermer les volets pour la table lumineuse, puisque je reprends mes dessins, les premiers brouillons, sur le papier définitif à la table lumineuse. Donc j'ai besoin d'être dans le noir quasiment. Sauf que c'est un tiers, même pas un tiers, un quart de mon travail. Mais ça prouve bien que l'extérieur, je dois être vraiment dans une bulle parce que, tu vois, j'ai jamais essayé de rendre l'endroit vraiment... Tu vois, j'ai 2 originaux de Mulatier avec une repro de Bourville là, qui est magnifique. Et tu vois, j'ai que ça au mur, sauf une reproduction de Jeanne, là, du personnage des Volus. Oui, alors Jeanne, elle est immense, là. Ouais, alors là, c'était une affiche pour le festival d'Amiens,
où il m'avait fait des gros tirages comme ça qui étaient super beaux. Mais là, tu es assis à ta table à dessin et en fait, tu es sous le regard de Jeanne. Exactement, oui. Alors, il faut dire aussi qu'il y a une autre raison, c'est qu'en fait, Jeanne, j'étais parti du portrait de ma femme. Et ce dessin-là, où elle a les mains comme ça, où elle se tient appuyée sur ses mains, ses avant-bras, là, c'était une photo de Claudine. Vraiment, un dessin de Jeanne où c'est vraiment un portrait à la lettre de Claudine. Donc, je pense que conscient ou pas conscient, c'est pas pour rien que ça reste là. Jean-Pierre a donc dessiné sa propre femme dans Le vol du corbeau et elle l'accompagne désormais virtuellement et en permanence dans son travail. Mais dans Le sursis, il avait déjà dessiné un de ses amours de jeunesse. Alors, Cécile, il y a une véritable Cécile qui existe. C'était une histoire de vacances, etc. Bon, bref. Et je m'en suis resservi pour donner corps au sursis. Donc, la vraie Cécile existe. Sauf qu'elle, elle m'avait pas attendu. Et ça me rappelle cette phrase merveilleuse de je ne sais plus qui disait la littérature, c'est la preuve que la vie n'est pas suffisante. Mais ça veut dire qu'elle te manquait, tu voulais la réintroduire dans ton histoire, dans ta vie? Oh, c'est plus simple que ça, c'est-à-dire quand j'ai fait Le sursis, il n'y avait pas encore le personnage féminin, les personnages secondaires, voire les personnages principaux comme Cécile, se sont rajoutés à cette mécanique qui partait d'un point A pour arriver à un point B. Et donc il me manquait une histoire d'amour dans cette histoire-là. J'ai dit, bon, d'accord, mais là, il est seul, il se planque, mais il pense à une nana, forcément. Alors, et du coup, j'ai cherché dans mes souvenirs, et j'en avais pas tant que ça, moi, des souvenirs de jeunesse un peu romantiques, et voilà, quoi, j'en avais très peu. Donc, en faisant les poches, j'ai dit, ah ben si, il y avait cette histoire de Cécile, qui s'appelait pas Cécile, mais moi, j'étais parti en vacances, je me suis demandé si elle m'attendrait. Quand je suis revenu, elle ne m'avait pas attendu, alors pour des raisons qui donneraient l'occasion de faire un superbe bouquin d'ailleurs, parce que c'était un malentendu que j'ai découvert à 45 ans, quand on s'est retrouvés, enfin avec cette Cécile. C'est quoi le malentendu, hein? Le malentendu, c'est qu'en fin de compte, j'ai été remplacé, mais j'ai été remplacé parce que ma grand-mère avait raconté n'importe quoi sur moi. C'est-à-dire qu'elle avait raconté, en gros, je te le fais très simple, que j'étais amoureux de sa sœur. Mais c'était un truc à la Maupassant, quoi. Et du coup, elle s'est dit, bon, si c'est ça, c'est pas la peine que je l'attende. Enfin, en tout cas, on n'a jamais pu s'en parler vraiment, mais j'espère qu'un jour, on va pouvoir le faire, s'en parler en détail. Mais enfin, le principe, c'était celui-là, quoi. Mais physiquement, elle avait les cheveux courts, très brunes, elle ressemblait à Annie Dupéret. C'était beaucoup plus proche de ça. Alors qu'en fait, Cécile, elle ressemble à ma fille. Alors que ma fille avait 12 ans quand j'ai fait le COC, donc je ne me suis pas du tout inspiré de ma fille. Mais quand ma fille a eu 20 ans, elle ressemblait à Cécile, c'était drôle. Et la vraie Cécile, enfin qui ne s'appelle pas Cécile, ouais. Elle sait que c'est elle qui est dans tes... Oui. Enfin, elle le sait, elle l'a su à ce moment-là. Elle l'a su quand le bouquin est sorti, bien sûr. Oui. Du coup, ça crée une relation vachement jolie, quoi. Enfin, vachement... magnifique de penser que les gens peuvent exister même s'ils sont sortis des radars et tout ça, pour elle comme pour moi. Et c'est un des secrets de fabrication de Jean-Pierre Gibrat, s'appuyer sur le réel pour donner plus de vérité à ces personnages. Car Jeanne et Cécile ne sont pas des cas uniques. Amélie également existe dans la vraie vie et Jean-Pierre assume ce choix. Ça donne une vérité. Si on s'appuie sur quelqu'un qui existe, par exemple, là, je peux le dire, puisqu'elle le dit elle-même, que c'est Rebecca Manzoni, qui est le personnage dont je me suis servi. Qu'on connaît à France Inter, au Masque et la Plume, maintenant. Voilà, c'est une amitié de 25 ans, et donc je la connais très bien, Rebecca. Et donc, il y a une cohérence. À partir du moment où on pense à quelqu'un en dessinant, où on pense à une structure, une psychologie qui existe, il suffit que je me dise, Rebecca, elle aurait pensé quoi dans telle situation, ou je sais pas, voilà, c'est-à-dire ça donne une vérité au personnage, quoi. On le remet dans un autre contexte. Je l'ai fait aussi pour un personnage masculin, ce coup-ci, qui était le personnage de François dans Le vol du corbeau. Le personnage de François, j'ai calqué sur un oncle qui était coiffeur, qui était un peu voyou, et qui était absolument génial, et qui avait les idées inverses aux miennes. Et donc, je me suis servi de tout ça. C'est-à-dire, Jeanne, elle est communiste, lui, est plutôt... Il dit, moi aussi, je suis communiste simplement, puisque je vole. C'est un voleur, c'est un petit voleur et tout. Donc, il dit, je suis communiste parce que je prends aux riches pour donner aux pauvres. Simplement, moi, j'ai supprimé les intermédiaires. Ça m'a donné l'occasion de placer une phrase que je tenais à placer, parce qu'à un moment, elle m'explique, déjà, la première différence, c'est que les communistes, ils pensent d'abord aux autres. Et François lui dit, non, vous ne pensez pas d'abord aux autres, vous pensez à la place des autres.
Et je trouve que c'est tellement vrai que j'étais vraiment content de placer ce petit truc-là. Voilà. C'était pour solder mon compte avec cette philosophie de gestion. Oui, parce que sa propre désillusion envers l'idéal communiste, elle explique toutes ces désillusions que vont vivre ces personnages. Il n'y a pas vraiment de dimension autobiographique en fait dans l'œuvre de Jean-Pierre, mais il y a une réinjection de ses propres interrogations, de ses incertitudes, de ses déceptions, et c'est ce qui explique que le personnage de Matteo aussi lui ressemble. Matteo, c'est même physiquement, je dis, c'est moi en réussi. C'est-à-dire, il représente un peu ce que j'aurais bien aimé être si j'avais été beaucoup plus courageux, si j'avais été beaucoup plus pas mal de choses. Dans ce qu'il a fait ou dans ce à quoi il ressemble? Dans ce qu'il pense, dans l'approche qu'il a des choses, évidemment, c'est un système inversé. C'est parce que moi, je suis arrivé à cette conclusion que j'en ai fait un personnage qui pense ce truc-là, parce que lui, il l'a vécu. Moi, c'est plus parce que j'ai appris, et ce que j'ai appris sur l'Union soviétique, sur le Parti communiste, sur plein de choses qui font que les distances ont été prises à un moment, et puis voilà, tous les résultats des courses de pays différents, etc. Mes grands-parents, eux, ils ont été communistes, ils n'ont jamais voulu croire que l'Union soviétique ressemblait à ce que ça ressemblait, et tant mieux pour eux, ils sont morts dans l'illusion qu'on était en train de tricoter le paradis terrestre. C'était un peu tout cassé pour eux quand même, c'était leur casser tout leur ressort de vie, quoi, parce que la générosité pour se battre pour les autres, c'est vrai qu'ils l'ont eu quand même. Je parle des Français, voilà. Je parle pas des dirigeants du PC, hein, mais je parle des militants de base et tout, et les brigades internationales, etc., quoi. Donc moi, c'était rendre hommage, en fait, à tous ces gens qui avaient vécu ça, avec des pics d'espoir, des abysses de désespoir, dans un laps de temps très court. Si c'était à refaire, d'ailleurs, je ne commencerais pas en 14, j'aurais commencé en 36 pour finir en 40, voilà, pour bien développer cette espérance inouïe pour arriver à l'occupation allemande, quoi. Mais ça veut dire que les désillusions de Matteo, elles sont un peu les tiennes aussi. Bah, oui, mais enfin, moi, c'est presque une coquetterie d'avoir des désillusions, parce que j'ai jamais eu à souffrir de ça, moi, directement. J'ai investi... Et ton engagement était court. Et il a été très court, voilà. Il était même pas total, d'ailleurs, parce que j'avais plus de sympathie pour les gauchistes. Pourquoi ? C'est que les gauchistes, ils étaient dans leur époque. Et les jeunes qui étaient aux jeunesses communistes, ils n'étaient pas dans leur époque. Enfin, les lycéens, je parle. Les gauchistes, ils écoutaient Led Zepp, ils écoutaient... Et nous, on allait au concert de Jean Ferrat et d'Isabelle Aubray, quoi. Donc, si tu veux, je sentais qu'il y avait un truc où on était décalé, nous, déjà. On avait déjà pris du retard. On n'était pas dans la vie du moment, quoi, de la jeunesse de l'époque. Donc, on ne pouvait pas les représenter. C'était poussiéreux, déjà, tout ce qu'on proposait, puisque c'était la copie, en gros, de l'Union soviétique, quoi, globalement positif et tout le bordel. Moi, on m'avait proposé d'être le représentant des jeunesses communistes au lycée. J'ai refusé à cause de ça. Je ne me sentais pas de monter sur table pour expliquer des trucs que je sentais qu'à moitié bien, quoi. Voilà, tu vois. Je me sentais plus sur les bases des gauchistes qui étaient plus rock'n'roll, quoi. Voilà. Et du coup, bon, après, j'ai compris que les trotskistes, c'était juste des staliniens qui n'avaient pas réussi, mais à ce moment-là, je ne le savais pas. Il y a donc du gibra dans Matteo, mais si Jean-Pierre s'est lui éloigné de l'idéal communiste sans jamais combattre, Matteo, lui, a dû passer par d'autres chemins. La difficulté, c'était de créer ce personnage-là, mais qui découvre les choses au fur et à mesure. Il fallait le faire un peu progressivement, et du coup, il doute, Matteo, quand même. Pendant la guerre d'Espagne, il se demande si son pote qui est communiste, c'est pas lui qui a raison, quoi. Ce discours-là, c'est le discours qui arrive jusqu'à Camus, qui dit « la fin justifie pas les moyens », quoi. Voilà, et ben voilà, il faut attendre ça quand même, c'est pas tout de suite, hein. Et maintenant, c'est pour ça qu'il est un peu revalorisé, parce qu'il avait raison avant tout le monde, quand même. Et ce pauvre Sartre, là, non, lui, bon, j'ai du mal avec Sartre, moi. Parce qu'à un moment, je rentre de Paris, d'un restaurant, il est minuit, c'est l'été. Je mets la radio, je mets France Inter, et là, à ce moment-là, il repassait des interviews de Jacques Chancel. Alors, bon, Radioscopie, Jean-Paul Sartre, Jacques Chancel. Oh putain, je dis, je vais écouter ça, quoi. Et alors là, il y a un passage où Chancel lui dit, par exemple, est-ce que vous considérez que la France, c'est une démocratie ? La France, ah ben non, attendez, vous plaisantez, j'espère, et tout. Non, bah non, bien sûr que non. Ah bon ? Alors peut-être plus les États-Unis. Les États-Unis, non, c'est une blague et tout. Bon, bref. Les pays scandinaves, c'est un peu mieux, mais enfin, on en est quand même un peu loin. Alors, au bout d'un moment, Chancel lui dit, mais d'après vous, alors, est-ce que la démocratie
existe quelque part, ou en tout cas, pour vous, quel est l'exemple qui est le plus proche de la démocratie? Et là, il y a un blanc, puis il dit, moi je crois que c'est la révolution culturelle chinoise. Alors quand tu entends ça, tu te dis, putain, et dire que ce mec a été encensé quand même, c'est démentiel, quoi. Il y a eu que quelques millions de morts. Alors voilà, donc c'est à ce prix-là peut-être. Alors la démocratie, il faudrait réinterroger Jean-Paul pour qu'il nous éclaire, parce que franchement, j'ai un peu de mal. Matteo, c'est donc un anti-héros qui affronte des désillusions, mais qui passe aussi en partie à côté de sa vie, à côté de son grand-père, à côté des femmes qu'il aime, à côté aussi de son fils, puisqu'il n'arrivera pas à lui avouer qu'il est son père. Pourquoi il lui dit pas Il dit pourquoi à un moment il se demande qu'est-ce qu'il fout là sur les routes pour aller chercher ce fils, en disant qu'est-ce que j'ai à l'offrir moi, c'est pire que tout, que de la déception. Il va s'apercevoir qu'il est fils d'un bagnard, etc., etc. Il est conscient de tout ça. Donc pour moi c'est aussi une façon une pudeur. C'est pas l'heure de lui dire, et je trouve qu'il a raison, c'est pas l'heure de lui dire, mais c'est formidable que le fils l'ait compris, ou on peut penser qu'il l'a compris. Ouais. Pour moi, quand il dit ça, finalement, c'est comme si t'étais mon père. Le fait qu'il le tutoie et qu'il lui dise ça, c'est qu'il a pigé, et qu'il a l'élégance aussi de pas lui dire « t'es mon père ». Voilà, c'est comme si t'étais mon père. Ouais. Il lui dit ça et il le tutoie, alors que tout le long du bouquin, il le vous voit. Est-ce qu'il a compris ou est-ce qu'il voudrait que ça soit ça? Peu importe, c'est le même résultat. Voilà. Et pour moi, il va lui dire, évidemment, j'imagine pas 2 ans que quand ils vont être en Angleterre, il va lui cacher plus d'1 mois après. Et Matteo, sur l'idée de celui qui est à côté, parfois, de sa propre vie? Il foire pas mal de choses, c'est vrai. Mais en même temps, c'est ce qui le rend humain aussi. C'est ce qui le rend humain, ouais. L'histoire d'amour avec Juliette, c'est quand même pas trop de son fait, hein, si ça merdouille, hein, quand même. Et ça arrive quand même à beaucoup de personnages, enfin de personnages de la vraie vie, quoi. Hommes comme femmes, quoi. Voilà, là, si il veut qu'elle le rejoigne en Russie, elle vient pas. Et même quand il comprend que c'est son fils. Là, il fait quand même ce qu'il peut, mais ça marche pas. Mais là, c'est pas lui qui, par son hésitation, fait que ça marche pas. Il faut pas lui reprocher ça. Il est un peu. Je le reproche rien. Hein. Non, mais il passe à côté de sa vie, mais c'est pas de sa faute, quoi. Voilà. Enfin, pas toujours de sa faute. On est toujours un peu responsable de quelque chose, mais voilà. Matteo, François, Julien d'un côté, Jeanne, Cécile, Juliette ou Amélie de l'autre. Il y a donc des interactions entre la fiction et la réalité, entre Jean-Pierre et ses personnages, mais il y a aussi une constance. Tous évoluent dans des périodes troublées et violentes, des guerres, des révolutions. Maintenant, pourquoi ce choix? Jean-Pierre Gibrat nous l'a aussi expliqué et il nous a, par la même occasion, fait quelques confidences sur la suite du vol du Corbeau.